Voilà. Bonjour mes amis de WhatsApp. Toye lisusu na tongo na lelo. Bonjour na mes amis nyonso de WhatsApp. Nzambe apambola biso na tongo na lelo. O économique na si boza komona likambo ya économique yango tokolobela lisusu lelo. Likambo ya Trump ndenge azokopekisa barwande mpona baminere na biso. Tozokontinue kaka na baémission na biso na tongo na lelo kaka ndenge tolobaka like, partage. Merci à tous mes amis de WhatsApp oyo bazaka mobiliser na tongo na leloto na pokwa pona kolanda pe koyoka oyo nini tokolobela bango na mokona lelo na si bino sobozo mona ba image ndenge za ko se passer. Toza na 3 points awa ya kolobela lelo. Toza na likambo ya Rwanda ndenge Donald Trump apekisi pona ba minere na biso. Ya mibale ezali likambo ya ministre de la justice oyo tobengi na kombo ya Constant Mutamba. Toke lisusu na oyo ya misatu ezali ya Matata Ponyo. Tokotika bino moko bolanda boyoka. Merci beaucoup. Les conséquences directes à présent de la suspension de l'aide humanitaire américaine décidée par l'administration Trump en janvier sur les réfugiés. Ils sont ainsi des milliers à avoir fui la guerre dans l'est de la RDC pour le Burundi voisin. Mais aujourd'hui, à cause des décisions de Washington, la situation humanitaire est de plus en plus inquiétante. Laure de Matos, Florent Yangoter. Judith a fui Uvira, au sud Kivu, il y a quelques semaines, après que certains de ses voisins ont été tués par des tirs. La trentenaire a pris ses enfants sous le bras, sans son mari. Elle survit depuis dans ce camp de Mousséni, au Burundi, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière congolaise. Notre vie n'est faite que de problèmes. Ce n'est pas une vie épanouissante. Je suis mère de 8 enfants et on dort tous ici. Notre vie ici n'est pas bonne. Vraiment, elle n'est pas bonne. Ce camp a été construit l'année dernière pour l'accueil de 10 000 réfugiés. Ils sont le double aujourd'hui. Plusieurs agences onusiennes opèrent ici, mais peinent à couvrir les besoins en termes d'assainissement, de santé, d'éducation. La gestion des sites devient de plus en plus difficile. Par exemple, vous voyez, à côté de vous, il y a des maisons construites en dur. Mais d'abord, vous voyez que ce sont des maisons en hangar. Il y a des personnes qui sont venues avec des problèmes. Il y a ceux qui vivent avec les maladies. Donc vivre dans les hangars communautaires, ça devient difficile. Ça devient un problème majeur. Et puis, il y a la faim qui saisit de plus en plus les estomacs de ces milliers de réfugiés. Les distributions alimentaires se font plus rares et les rations ont été réduites depuis le mois de mars. Le programme alimentaire mondial, qui en a la charge, indique qu'elles ne correspondent désormais qu'à la moitié du minimum calorique vital. Et que son assistance s'arrêtera totalement en novembre, faute de financement suffisant. Le résultat concret de la suspension de l'aide humanitaire américaine décidée par l'administration Trump en janvier.
Sans financement ni aide supplémentaire, il y a un risque de voir davantage de mécanismes d'adaptation secondaires ou négatifs au sein de ces populations. On constate l'augmentation du nombre de filles qui abandonnent l'école, qui tombent enceintes et qui se marient très jeunes pour survivre. On pourrait même avoir des décès dus à la faim et au manque de nourriture, voire au manque de médicaments et d'équipements ou d'installations sanitaires dans les hôpitaux et les établissements de santé. Pour l'instant, aucun autre pays n'a repris le flambeau des États-Unis qui finançaient à eux seuls plus de 40% de l'aide mondiale. La charge est énorme pour le petit Burundi, l'un des États les plus pauvres au monde, qui a vu arriver sur son sol plus de 70 000 Congolais depuis janvier et l'offensive de l'AFC M23 dans l'est de la RDC. Et on continue de parler de la RDC avec la journaliste de Reuters, Sonia Rollet, bonsoir. Bonsoir. Alors d'après vos informations, des minerais congolais comme le tungstène ou l'étain, que Kinshasa accuse depuis longtemps son voisin rwandais d'exploiter illégalement, pourraient être exportés légalement vers le Rwanda pour y être transformés dans le cadre d'un accord de paix actuellement négocié par les États-Unis. Est-ce possible, Sonia Rollet, que le gouvernement congolais accepte un tel accord? Alors, il faut savoir que cet accord ne porte pas que sur les mines ou que sur ce type de coopération économique. L'idée des États-Unis et l'accord qui est en train de négocier, c'est un accord qui est déjà basé sur une déclaration de principe que les deux pays ont signé, sur un certain nombre de préalables qui vont depuis le respect de la souveraineté, sur lequel il y a aussi la lutte contre les groupes armés, il y a également la coopération économique, essayer de renforcer la coopération économique pour amener à la paix. Donc cet accord, ou l'idée de cet accord de la coopération qu'il pourrait y avoir derrière, et qui viendrait après une stabilisation de la situation économique, c'est que si au lieu de voir par exemple les minerais du Congo être pillés par le Rwanda, et c'est ce que disent le Congo, les États-Unis, les Nations Unies, au lieu que ces minerais soient pillés, ils pourraient être transformés dans le cadre d'une relation économique entre les deux pays. Et si les deux pays ont à gagner à cet accord de coopération, eh bien, ça pourrait amener sur le long terme la paix. Ce que disaient les États-Unis à leurs partenaires et notamment aux diplomates et aux personnes de l'ONU qu'on a pu interroger sur cette question, c'est que évidemment leur objectif c'est de stabiliser cette situation et qu'on ne se retrouve pas avec le même conflit tous les 5 ans. Alors pour le gouvernement congolais, il est bien clair qu'il n'est pas question dans le cadre de cet accord d'abandonner sa souveraineté. Les autorités l'ont dit plusieurs fois qu'ils entendaient à ce que le Rwanda quitte leur territoire, que le M23 se retire, et également de retrouver une souveraineté sur leurs minerais et sur leur territoire. Le Rwanda a aussi des exigences, ils veulent aussi les combats contre les FDLR, les rebelles hutus-rwandais. Donc voilà, ça fait partie, c'est un élément parmi d'autres. Les Américains sont clairs, quand ils parlent avec nous, Reuters, ils disent de toute façon, dans ce genre d'accord, ce sera le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais qui décideront quel mine pourrait être concerné par ce type d'accord. Mais là, les discussions sont en cours et on n'est pas encore à la signature d'un accord et il n'y a même pas de draft définitif sur la table. L'intérêt quand même pour Washington dans tout ça? Alors l'intérêt pour Washington, c'est, alors on le sait, hein, l'essentiel des minerais stratégiques du Congo vont vers la Chine, donc déjà c'est ça l'intérêt de Washington, c'est parce qu'ils ont un problème d'approvisionnement en minerais. Donc eux, ils étaient déjà intéressés par le fait de faire des accords miniers avec les deux, ça ils l'ont dit. Ils ont même dit que le jour où les deux pays signeraient un accord, les États-Unis vont signer également des accords individuellement avec les deux pays. Donc venir avec des investissements, et notamment dans le domaine minier, dans les deux pays. Donc pour eux, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir accès d'une certaine manière à ces ressources. Et puis au moment où les Américains sont intervenus, d'abord il y avait une demande du Congo pour un accord sécurité contre les ressources minières, donc c'est le Congo qui a proposé ça. Et puis, c'est également parce qu'il y avait une mine dans l'est du Congo qui s'appelle Alpha Mine, qui était au Nord Kivu et qui était menacée par la rébellion. Et l'un des actionnaires de cette mine est en fait américain. Donc à ce moment-là, les Américains sont vraiment arrivés avec leur rôle de médiateur, mais c'est pas la seule médiation. Il y a aussi les Qataris, il y a aussi l'East African Community et la SADC. Donc c'est vrai qu'on se retrouve dans un processus parmi d'autres, mais les Américains misent beaucoup sur le fait que l'économie, le développement économique, et que trouver des projets d'intérêt commun puissent amener une paix de long terme en RDC. Et c'est possible selon vous? Alors ça dépend des endroits et des minerais. C'est vrai que dans l'est du Congo, le problème c'est que c'est des zones de minerais artisanales. Donc c'est de l'exploitation artisanale donc par des creuseurs qui souvent sont encadrés par des groupes armés. Quand c'est pas le M23, c'en est d'autres.
et que c'est compliqué de faire des investissements dans ce contexte. Le problème aussi des États-Unis, qu'ont les États-Unis dans ce domaine, c'est qu'ils peuvent inciter leurs entreprises à investir au Congo, mais ils ne peuvent pas les forcer. C'est pas comme la Chine qui peut venir avec des entreprises d'État et sur lequel il peut y avoir une coopération parfaite. Or, on sait que les entreprises américaines ont été frileuses ces dernières années à venir investir au Congo pour des raisons d'environnement des affaires et de situations liées à de la corruption ou à autre, et que donc, est-ce qu'ils vont vraiment suivre là-dessus? Les diplomates américains disent oui, on a des contacts avec des sociétés qui sont intéressées. Il y a déjà des sociétés d'ailleurs qu'on voit signer un certain nombre d'accords, soit avec le Rwanda, soit avec le Congo, sur cette impulsion, et tout ça avec l'idée que ça incitera les deux pays à se réunir autour d'une table et à signer l'accord de paix qui leur est proposé. Une paix durable, est-ce que c'est possible avec ce genre d'accord? Ils ont essayé en 2021, ça n'a pas marché. Après, il y a eu la crise du F-23 et pourtant, ils avaient signé un accord de ce type sur l'or à l'époque dans l'Est du Congo, mais ça n'a pas tenu 6 mois. Le problème, c'est un problème de confiance entre les acteurs des deux pays. Donc c'est vrai qu'il faut savoir jusqu'où ça va aller, et il y a toutes ces procédures concurrentes qui sont quand même problématiques et qui... Voilà, il y a des problèmes de coordination entre les facilitations. D'ailleurs, sur le terrain, où en est la situation dans les combats entre le M23 et l'armée congolaise? Il y a toujours des combats sporadiques. Il y a des combats soit en bordure de territoire de chacun, soit il y a des attaques par exemple des Wazalendo sur le M23, soit il y a des endroits où le M23 avance, mais le front est globalement stable, ça avance par petits endroits, voilà, ça grignote. Ça grignote, il y a des attaques notamment de ces groupes armés, les Wazalendo, qui soutiennent le gouvernement, et le M23 avance aussi dans certains endroits, mais pour l'instant on est quand même dans une situation par rapport à ce qu'on voyait avant toutes ces discussions-là. Là on observe un relatif cessez-le-feu, et comme je l'ai dit, il y a régulièrement des combats, mais on n'est pas sur des villes qui sont prises, sur des territoires qui tombent, comme on a pu le voir en janvier, février, mars. Et des discussions, justement, il y en a en ce moment à Doha, à Washington, au Togo. Pourquoi autant d'initiatives? Est-ce qu'il n'y en a pas un peu beaucoup? Alors, ils essaient de se rencontrer, tous ces facilitateurs, pour essayer de s'entendre. Ils avaient prévu de se rencontrer d'ailleurs de nouveau, ça n'a pas eu lieu. Il y a une initiative qui est claire, c'est de l'East African Community et de la SADC, de la communauté des États d'Afrique australe. Ils se sont mis ensemble, ils avaient avancé. On avait vu aussi une initiative avec Nairobi d'un côté pour les groupes armés, l'Angola, le Rwanda de l'autre côté pour des négociations entre le Rwanda et le Congo, qui ont été un peu abandonnées en cours de route. Il y a effectivement le Togo, mais qui représente en fait l'Union africaine dans l'affaire. On a vu aussi l'ancien président Olusegun Obasanjo parler avec tous les acteurs politiques congolais. Il y a les Qataris, il y a les Américains qui travaillent ensemble, mais on sait que l'Afrique, en tout cas, aimerait bien que la solution soit trouvée en Afrique et par des Africains. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de tension entre les facilitations, et on a du mal à voir où se commencent certaines et où se terminent les autres. Sonia Rollet, merci. Merci. Journaliste à Reuters. On reste en RDC, où le ministre de la Justice, Constant Mutamba, pourrait avoir des ennuis judiciaires. Le procureur général de la Cour de cassation a écrit à l'Assemblée nationale pour solliciter la levée de ses immunités. Il relève le détournement présumé d'une somme de 39 millions de dollars destinée à la construction de la prison de Kisangani. Toujours en RDC, on vous en parlait hier, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a été condamné à 10 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics dans le cadre d'un projet de parc agro-industriel. Reportage de notre correspondant d'Addisongo Ozo, récit Séraphine Charpentier. C'est une bataille juridique vieille de 4 ans, impliquant un ancien Premier ministre congolais. Alors bien entendu, le nom d'Augustin Matata Ponyo est sur toutes les lèvres et fait la une au lendemain du rendu du jugement. Les 2 infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. 10 ans de travaux forcés donc pour l'actuel député national et président du parti d'opposition LGD, reconnu coupable de détournement de fonds publics. Le montant concerné, 247 millions de dollars. Une somme initialement décaissée par le Trésor public pour le projet de parc agro-industriel de Bukangalonzo, au sud-est de Kinshasa. L'avocat d'Augustin Matata Ponyo dénonce selon ses propres mots un procès politique. Pour nous et pour notre client M. Matata, la Cour n'a pas dit le droit. La Cour a tout dit sauf le droit. C'est une décision inique qui aujourd'hui invalide toute crédibilité qu'on accorderait à la justice congolaise.
Nous allons nous tourner vers les juridictions internationales parce que le Congo ne vit pas en vase clos, le Congo vit au milieu des États pour dire à la face du monde que ce qui a été fait au Congo ou ce qui s'est fait au Congo à la Cour constitutionnelle est tout sauf du droit. Chef du gouvernement de Joseph Kabila entre 2012 et 2016, Augustin Matata Ponyo était poursuivi aux côtés de Deogracias Mutombo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits. Il a été condamné à 5 ans de travaux forcés. Tout comme Grobler Christo, gérant d'une société sud-africaine, il sera expulsé définitivement après l'exécution de sa peine. Le parti présidentiel se dit satisfait du jugement rendu par la Cour constitutionnelle. Nous saluons vivement cet arrêt qui vient marquer un tournant décisif dans l'histoire de la gestion de la chose publique dans notre pays. C'est la première fois qu'un Premier ministre, après avoir quitté ses fonctions, soit interpellé et condamné pour sa gestion. Nous fustigeons tous ceux qui critiquent l'arrêt de la Haute Cour sous prétexte qu'elle a un caractère politique. En théorie, Augustin Matata Ponyo a une dizaine de jours pour se rendre à la justice, sinon il devrait être arrêté. En République du Congo, Lassi Mbwiti, chef du parti d'opposition Les Socialistes et candidat à la présidentielle de mars 2026, avait été enlevé dimanche dernier à Brazzaville par des hommes armés et masqués. Eh bien, il a été retrouvé, mais il est méconnaissable. Depuis Brazzaville, les précisions de Berdi Pambou. Disparu depuis le 11 mai, l'opposant Lassi Mbwiti a été retrouvé mardi aux abords de la rivière Madoukou à Poto-Poto, un quartier populaire de Brazzaville. Selon nos informations, Lassi Mbwiti est encore vivant, mais dans un état très critique. Il a été emmené à l'hôpital. Joint par TV5 Monde, Thierry Mungala, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a affirmé que cet homme n'est pas connu au Congo. Son parti n'est pas répertorié par le ministère de l'Intérieur. Il dit qu'il a été enlevé. La police l'attend maintenant pour entendre sa version des faits. Fin de citation. Lassi Mbwiti avait été enlevé en pleine journée à son domicile par des hommes armés et cagoulés. Il est le président du parti d'opposition, les Socialistes, un parti très critique du pouvoir de Brazzaville. C'est une plongée exceptionnelle dans plus de 12 siècles d'histoire marocaine qui s'ouvre à Mantes-la-Jolie en région. Voilà, mes amis de WhatsApp, Tokomina Soukayaba émission Nabiso. Vous excusez. Quand ndenge tozo loba, ndenge tozo talisa. Ekozala malamu mingi na biso ka ndenge toza koloba oyo ya Matata Ponyo wana bato nyonso tu tobandaki kozela yango po tomona koma musala na RDC eza kosalama, koma justice na biso eza koproduire, parce que mboka oyo eza koproduire misala ya malamu te. En tout cas bambuma nango nyonso tu ezaka ya kobeba oyo bango balobi ezala pe ndenge balobi wana esalama pe ndenge balobi ekoma te ke grâce présidentielle et présidentielle ya kobima wana. Allez, après lobi nango toyoka lisusu ke eloko moko te abelaki kibeka abelaki luboko nini linzaka etengami ye azokoka kosimba lutu te azokoka kosimba fourchette te na prison esika aza kuna. Alors turo tolingi tomona misala ya justice kaka ndenge toza koloba misala ya justice emonana elakisa biso makambo wana ndenge ekotambola epesa biso esengo pona premier ministre na biso et ministre de la justice na biso Constant Mutamba. En tout cas tocha entre guillemets ezala bongo te po diaspora eza vraiment na pasi makasi mutambalisation. Soki eza vraiment bongo eza na pasi mingi koleka eza la bongo te Mutamba. Eza la vraiment bongo te parce que oza na tamulai ya ko vivre, oza na tamulai ya ko créer bana na yo ba kosaila bango mbongo, oza na temps ebele ya ko stabiliser vie na yo, bana na yo, makambu na yo. Donc na ebité où irons-nous le peuple congolais mutu nyonso to azozwa pouvoir azokutana kaka na problème. Mutema pasi makasi soki boyebi te na ba makambo nyonso ndenge elekaka wana toyebi te biso na bino tokende wapi. Tocha kaka tanzembo mes amis de WhatsApp ngana bino tomonani mbala na sima nde kaka tolobaka like, aimer, partager pe ba commentaire ezanga te. Merci, au revoir na tous mes amis de WhatsApp.
nyonso tu oyo tozwi yango na TV5 donc nasi boza komona bino nyonso tu yango wana donc merci beaucoup.